Première monapause. Bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour. Ah. Oh waouh. On est tout de suite interrompu. Je suis en tournage. Je t'appelle plus tard. Non, je suis en tournage. Excusez-moi. Tout pareil, ça. Le téléphone qui sonne pile quand on fait action. Bienvenue sur Rob Story. Bonjour, alors moi je m'appelle Monapause, ménopausée mais pas complexée. Comme mon nom l'indique, je suis mature. Je suis drag queen à Lyon et je suis aussi comédien dans la vraie vie, dans la vie plus morne et un peu plus chiante, quoique ça dépend des jours. Des fois la vie n'est pas morne et n'est pas chiante. Je suis une drag queen originaire de Chambéry, préfecture de la Savoie, et j'habite à Lyon depuis 2017, donc ça fait 8 ans depuis cette semaine. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Villeurbanne avec le théâtre de l'Iris. Après une année d'école d'architecture à Grenoble, j'avais déjà fait du théâtre avant dans ma ville natale, à Chambéry, au conservatoire. J'ai choisi d'arrêter l'architecture parce que ça me parlait pas trop. Je préférais le théâtre. J'ai fait d'autres écoles de théâtre à côté. Et en gros, basiquement, j'ai fini avec le conservatoire d'art dramatique de Lyon, dont je suis sorti en 2023, en même temps à peu près que je commençais le drag. Le drag, ça a vraiment commencé en 2020, au moment du confinement et du Covid, comme beaucoup d'artistes drag, j'ai l'impression. Déjà à l'époque, je regardais un petit peu RuPaul's Drag Race. On était tous un petit peu... Enfin, je pense qu'on est pas mal à y être venus par ça. Et moi, j'étais confiné chez un pote à Villeurbanne, à Gratte-Ciel, à 2 pas d'ici. Et en fait, je vivais complètement décalé à cause du confinement. Je me couchais à 5h du matin et je me réveillais à 11h. Enfin, c'était nimp. Et en fait, j'écoutais plein de musique et je sais pas, j'étais confiné dans la chambre du coloc de mon pote, et ce qui était une très grande chambre. Et je me mettais à lip-syncer, à faire des perfs. Je tapais mes meilleurs concerts. T'étais libérée dans ta J'étais chambre. complètement libéré dans ma chambre. L'adolescente. Complètement, quoi. J'ai vécu mon adolescence en décalé, j'ai l'impression. Et à la sortie du confinement, j'ai fait, bah vas-y, tiens, je tente une transformation, on voit ce que ça donne, quoi. Et donc, vlatipa que je me mets à acheter du make-up, une perruque dégueulasse et une robe toute pourrie. Et puis, il se passe 2 ans où j'essaye, je m'entraîne un peu de manière ponctuelle. En même temps, je suis en cours et tout ça, donc je peux pas trop... j'ai pas une pratique hyper régulière, quoi. Je suis vraiment focus théâtre. Au même moment, je passe un peu les concours des écoles nationales de théâtre, genre l'ENSAT à Lyon. Donc en fait, je suis vraiment focus là-dessus. En parallèle de mes études au Conservatoire de Lyon, qui ont été chouettes, mais qui ont été quand même un peu intenses, émotionnellement et humainement. Ah. Je me réfugie un peu là-dedans et je développe ça. Et en mai 2022, j'ai un pote qui m'emmène à Baston. Qui a fermé depuis, le bar qui a fermé à Lyon, là. Baston, moi j'ai commencé le drag là-bas, quoi. Je suis allé voir le gars, je lui ai dit coucou, est-ce que t'as une place, est-ce qu'on peut faire du drag chez toi? Il m'a fait bah ouais, tu peux venir faire un show et tout. Et je suis en mode ok, vas-y, t'as quoi comme date et tout? Bah tu peux venir telle date et tout ça. L'organisation galère au possible, je savais absolument pas comment faire, je lui envoie 12 000 mails, je pensais qu'il fallait signer une charte des machins, c'était un peu schlag, quoi. On y va en mode vas-y. Bah, surtout à côté, on est très genre administratif, machin, genre quand t'es comédien. Que là, ouais, là c'était vas-y, mets ton chapeau et tout. Et en parallèle de ça, j'étais dans Ulysse avec la compagnie des Dévorants. Pendant mes études, j'étais en figuration dans le spectacle. Et donc au même moment, j'ai rencontré la compagnie des Dévorants et tout ça, qui est super à Lyon. Allez les voir, ils sont top. Je fais ce show là. Alors c'est un show où je tiens seul pendant 40 minutes, je fais 5 perfs, j'enchaîne comme ça. Folle, non mais folle, je me rendais absolument pas compte de ce que c'était, quoi. Vas-y, je me fais juste plaisir, quoi. T'as mis les pieds dans le plat, quoi. Complètement, complètement inconscient. Et en fait, il y avait les copains des Dévorants qui étaient là et qui m'ont dit tu fais quoi la semaine prochaine? J'étais là, bah je suis libre, bah vas-y, on te met sur notre show, tu viens faire une perf ou deux, et je suis en mode allez, let's go. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Et ça fait 3 ans que je fais ça. Trop bien. Voilà. Miaou. Enfin bon, voilà. Et je sais plus ce que je disais, mais en gros, une espèce de show de 40 minutes. Et du coup, t'as présenté quoi pendant 40 minutes? Parce que c'est extrêmement long. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai quasiment que du playback. Hein. J'ai de mémoire, donc du coup, j'ai fait ma première perf, qui était Alejandro de Lady Gaga. Mhm. Cliché au possible. Hein, T'es homosexuel? je suis homosexuel, donc bon, on pense qu'on voilà. J'ai lip-synqué un sketch de Sylvie Vartan dans lequel elle raconte la Parisienne qui prend des vacances avec son mari à la ferme. Mhm. Et qui se retrouve à faire l'amour Attends, ça me dit un truc. dans une grange avec les vaches, quoi. Voilà. Et plus jamais je ne pourrais refaire l'amour à Paris. Voilà. C'est le sketch de la ferme de Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, qu'est-ce que je te raconte? Non, Sylvie Joly, l'humoriste Sylvie Joly, Sylvie Vartan, mais n'importe quoi. Folle. Il y avait une chanson de Huguette qui est une parodie un peu pop de Les Nuits d'une demoiselle, Ok. où en gros elle raconte qu'elle se fait laminer la cliquette, qu'elle se fait m'amourer le hublot, et en gros la chanson s'appelle Je baise. Ouais, il y avait une pause et tout, je me changeais, enfin j'avais acheté un pantalon de Chip 'n Dale que j'arrachais comme ça, et c'est devenu un peu un move un peu iconique de Mona, elle arrache son pantalon. Je suis pas la seule drague à Lyon à faire ça, bien sûr. On va passer à la photo Ouais. que tu as choisie. Je te laisse la présenter. Oh Alors, waouh. Faudrait que tu la décrives pour les personnes qui n'ont pas l'image mais qui le sont sur les plateformes. C'est une performance que j'ai fait quand j'étais à l'Infernal en mois de novembre. C'est récent en fait, novembre 2020. L'Infernal qui est au Sonic. Voilà. Qui est un peu la soirée du Sonic qui a été créée par Rico et Vol Papillon. Et Vol Papillon, Jason. Les enfants terribles du Sonic, et c'est génial. Enfin, on a enfin une soirée gothique, trash, techno, queer, mais tout ce que tu peux y mettre, de gore as fuck, on adore quoi. Enfin, un espace où les drags peuvent se libérer, faux sang partout en mettant partout sans se faire trasher par les gens. Moi, chaque fois que je fais des photos, je ramasse tout ce que je peux ramasser sur l'appareil photo. Tous les matins, je suis en train de nettoyer l'appareil photo. Tu sais que j'ai les touches de mon appareil blanches qui sont rouges depuis. Alors que l'appareil, il est neuf. Oh my god. Il y a une grosse trace d'épée de la Gotti sur mon objectif. C'est vraiment le crash test. Enfin, c'est vraiment le glory hole du... Folie. Je sais pas si c'est le bon terme, mais... Bah, il y a un peu de ça. Moi, alors en plus, bon, il se trouve, moi j'ai fait 2 perfs pendant cet Infernal. On a fait donc la première avec la photo que je monte, donc avec cette, donc pour parler un peu du look. C'est très longtemps que je voulais un peu une wig un peu extravagante, et je me suis dit autant tenter l'expérience. Et au marché drag, j'avais rencontré une perruquière qui est super, qui s'appelle Chloé Rico, qui a un atelier à Tournan-en-Brie. Et qui fait des créations vraiment au top. Elle a bossé pour Paloma notamment. Ok. Et je lui avais demandé une wig avec des cornes comme ça, une espèce d'influence un peu dragon comme ça. Elle m'a pondu cette merveille quoi, magnifique. qui est à la fois très fragile et à la fois que j'adore. C'est ma wig préférée, je crois. Et qui est un peu une espèce de retour à l'origine, parce que la première wig que j'avais, elle était blanche, vraiment blanche totale quoi. Et c'est un peu le level, le niveau 2 de Mona avec ses cornes, quoi. Et ce côté un peu vampire, parce que plus mon drag avançait, et plus je me suis rendu compte qu'en fait, les influences de mon drag se mettaient vraiment sur l'heroic fantasy, sur les vampires, sur les dragons. Je suis très influencé par tout ça, quoi. Sur l'univers des jeux vidéo. La tenue qui n'a rien de glamour, qui fait plus éthéré, c'est un costume d'un opéra qui s'appelle Le Couronnement de Popée, que j'ai chopé au vide dressing de l'opéra de Lyon, quoi. Et que j'ai un peu custom pour en faire un reveal. Je l'ai cousu des scratchs dans tout le dos pour pouvoir arracher cette espèce de grosse tunique. Et ça me fait une espèce de grosse tunique de reveal avec un côté très romantique, mais quitte dark, quoi. Ça fait très statue grec, tu sais, avec les drapiers, sa version dark. Et le make-up, je voulais faire un espèce d'aperçu en fenêtre de cette créature qui vient qui a l'air gentil, entre guillemets, et qui en fait derrière est un démon de l'enfer qui a un espèce de double visage, quoi. Et voilà.
Ma mère déteste d'ailleurs ce maquillage, elle me l'a dit. Ok. Elle m'a dit « Ah non, le bandeau rouge sur les yeux, c'est démoniaque, j'aime pas du tout. » C'est le but de la soirée. Ouais. Et je me souviens, alors cette perf, en fait, mes performances, elles ont jamais vraiment un message, un but très précis. Mhm. Je prends plutôt des références et des choses dont j'ai envie de parler à un moment, pour injecter ces petits trucs dedans. Mhm. Et en gros, la chanson, c'était Soir après soir de Rebecca Warrior. Oui. Donc quand même un truc un peu éthéré, parce que, je sais pas, on me dit souvent que je fais des perfs calmes et un peu éthérés. Ok. Et en fait, ça me va, je crois, parce que je suis une personne calme dans la vraie vie. Donc, ma foi, pourquoi pas. Et en fait, l'idée, c'était... Donc j'avais fabriqué une espèce de mini fœtus qui n'est pas arrivé à son terme parce que c'est l'infernal, donc on peut se pousser dans des retranchements assez gore. Et donc j'ai la photo de Rico avec Morgan Tox où Morgan Tox est en train de jouer avec son fœtus. Bah, le mien était plus petit parce que je suis allé à Jiffy et j'ai chopé une petite poupée qui avait un costume de lapin que j'ai complètement chlassé. Je leur ai enlevé le costume et tout, et je l'ai peint, je l'ai mis de la colle. Enfin, j'ai essayé d'en faire un truc gore au possible, en mode bébé Fœtus, bébé pas arrivé au terme, quoi. Et en fait, j'arrivais avec ce petit bébé et je sais plus trop ce que je faisais parce que l'infernal, c'est un peu un truc où tu rentres un peu en transe, mais je me souviens que une fois que j'enlevais la tunique, j'étais juste avec un string et en fait j'ai terminé avec de l'encre de Chine à me peindre une croix orthodoxe sur le corps. Et c'est un peu une performance qui faisait un peu référence à ce que je vis avec la foi. Je saurais pas te dire s'il y a un message fort là-dedans, mais il y a un peu l'idée de catharsiser ça, dans le sens où j'ai grandi avec une sensibilité spirituelle assez forte, où mes parents m'ont toujours dit va dans les églises, c'est complètement ok, et vis ce que tu as à vivre là-dedans. Et en même temps, ma mère m'a appris le tarot, m'a appris l'astrologie, alors que les deux sont littéralement opposés, quoi. Et ça me vient en fait d'une éducation familiale, et l'orthodoxie est venue plus tard, lorsque le monde chrétien s'est un peu imposé à moi. Et c'est un peu paradoxal parce que je fais quand même partie de la communauté queer. Et les personnes queer et la religion, ça fait deux. Alors moi, j'ai un rapport à la foi, pas à la religion, mais à la foi que je défends en fait dans mes performances drag, parce que pour moi, on peut être queer sans forcément renier sa foi, sans renier ce en quoi on croit, et qui est propre à chacun et qu'on doit absolument respecter. Et en fait, la croix orthodoxe, pour moi, elle représente plus le dogme de la religion, qui vient un peu nous marquer et duquel c'est un peu difficile de s'en défaire. Quand on fréquente une communauté orthodoxe, ce que j'avais essayé de faire pendant un temps, tu te retrouves en fait en face avec de l'homophobie et de la non-acceptation de tout ça. Et c'est hyper compliqué, quoi. Du moins, surtout chez les orthodoxes que j'ai fréquentés, qui est plutôt du côté des orthodoxes slaves et russes. Et no shade, je cautionne absolument pas ce que fait la Russie en Ukraine. Je trouve que c'est juste abominable de prétendre prendre un territoire comme ça. Enfin, c'est pareil avec ce qui se passe à Gaza. On a non aux guerres, stop, on arrête ça. Ça paraît très cliché de le dire, mais on le redit. On arrête ça. Et l'orthodoxie slave, malheureusement, derrière le discours de paix et de tolérance qui est donné par le Christ, en fait, on a beaucoup d'intolérance, justement, et de violence à l'égard de la communauté LGBT, quoi. Ça me permet de faire passer ce message-là, quoi. De venir dire le rapport à la foi et à la spiritualité, il est très important pour nous, enfin, du moins pour moi. Et je sais pas si j'ai un peu une espèce de mission, mais j'ai un peu envie de dire aux queers de se réconcilier avec leurs croyances et d'arrêter de se diviser et de s'assembler. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre que j'ai l'impression quand tu parles avec un peu tout le monde. Il faut qu'on se rassemble, en fait. Ouais, de fou, et de comment dire ça, c'est compliqué de faire la paix avec la religion. Surtout quand la religion nous a persécutés, et même toujours. Et même encore aujourd'hui. Mais par contre, on peut faire la paix avec
avec la foi, en se nourrissant de choses qui sont justes et qui sont bénéfiques. Moi, il y a des films sur la vie de Jésus et des livres qui m'ont bouleversé et qui m'ont rapproché de mes croyances et de ma foi chrétienne. Parce que la chrétienté, c'est mon éducation. Ma mère, elle m'a éduqué justement dans cette sensibilité-là. Elle m'a appris le tarot. Elle m'a montré un petit peu que voulaient dire les cartes, quoi. Et après, moi, j'ai continué à me former, entre guillemets, en lisant des bouquins et en méditant dessus et en tirant les cartes. À force de faire, on apprend. C'est comme le maquillage drague, à force de faire, on apprend. En fait, ma mère a un parcours de secrétaire juridique. Ok, ah oui, donc rien pas à du voir, tout dans le... rien à voir avec ça. Et en fait, pareil, elle a vécu une éducation qui est quand même très stricte aussi, avec tout ce côté catholique très coincé. Et quand ma mère a dit à mes grands-parents qu'en fait elle voulait aller faire les beaux-arts, mes grands-parents lui ont dit: tu ferais mieux d'aller faire du droit, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà, 4 ans de droit à Limoges. Donc tout de suite c'est un peu well, ok. Mais ça lui a pas empêché d'ouvrir son atelier de dessin et de partir faire des stages de psychologie transpersonnelle au Québec. C'est une manière d'appréhender la psychologie, mais avec un prisme un peu plus spirituel, quoi. Okay. Donc en gros, alors en plus, le gars qui donnait ces stages-là au Canada avait toute une sensibilité avec le chamanisme indien et tout. Okay. Donc en fait, c'est des stages où elle partait dans la forêt et elle construisait son totem. C'est trop bien. J'aimerais trop faire ça. Et elle partait en survival dans la forêt et en méditation et tout. Voilà, c'est des expériences assez folles et c'est pendant ces stages qu'elle a découvert le tarot. Ok. Elle est passée par un... Alors, le tarot, on connaît beaucoup le tarot de Marseille. C'est un peu la base du tarot et on sait que quand on pense tarot, on pense tout de suite à ça. Et moi, en fait, j'ai été formé par un autre type de tarot qui s'appelle le tarot de Thoth. Okay. Donc, le dieu égyptien Thoth, d'un monsieur qui s'appelle Aleister Crowley. C'est le premier tarot que ma mère m'a mis entre les mains. Et à travers lequel j'ai découvert ça, quoi, avec des illustrations un peu particulières. Et quand j'ai grandi, je me suis un peu renseigné sur qui était ce monsieur. En fait, c'est un occultiste anglais, un peu sulfureux, qui était rentier et qui n'avait pas grand-chose à faire de sa vie à part dépenser son argent et organiser des sociétés secrètes dans lesquelles il pratiquait de la magie un peu chelou, quoi. Le tarot qu'il a co-créé avec une dame dont j'ai mangé le nom. Lady Frida Harris, voilà, dont les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des illustrations qui sont très belles et avec lesquelles moi, j'ai eu cette espèce de première ambiance de tarot où j'étais en mode ah waouh, c'est super, c'est magnifique, quoi. Et après, le tarot de Marseille est arrivé parce que en lisant des trucs sur le tarot, je me suis dit il faudrait quand même que je revienne un peu à la base. J'ai une belle collection de tarot à la maison. À partir du moment où un jeu de cartes me parle, je l'ai, quoi. Okay. Ça fait quelques années que j'ai pas acheté de jeux de cartes, mais... Maintenant, je trouve qu'ils sont très commerciaux. Oui. Genre, il n'y a plus de trucs où il y a vraiment une histoire derrière, machin. C'est juste pour être beau. Tu vas à la Fnac, tu vois des tarots, tu te dis, oh là là, ils sont pas beaux. Il y a une très belle boutique à Lyon, alors je suis absolument pas payé, c'est absolument pas un placement de produit. C'est là où j'allais beaucoup avant, quand j'habitais du côté de la Guillotière. Il y a Shambhala, du côté de Guillotière, qui est vraiment une super boutique qui vend... un immense choix de tarot, et je conseille beaucoup à des gens qui voudraient se mettre au tarot de commencer par là. Voilà. Pourquoi je m'appelle Mona Pose ? Je suis un peu fâché avec mon nom drague parce que je trouve que en fait de base Mona Pose, c'est un jeu de mots sur la ménopause. Je trouve que c'est pas un jeu de mots où tu te dis ah waouh, ah ouais effectivement. C'est pas un super jeu de mots en fait. Donc je me tâte en fait à enlever le pose et garder juste Mona. Et on verra ce que ça donne. Peut-être dans quelques mois, voire années, on verra la ménopause parce que au début, je voulais un peu mettre le drag comme une manière de mettre sur scène ces femmes. J'ai pas envie de dire vieilles parce que la ménopause ne rend pas les femmes vieilles. Au contraire, c'est pour ça que je dis mature quand les gens me disent vieille. Non, mature, s'il vous plaît. Ça vient aussi du fait que je me suis beaucoup aussi laissé influencer par des personnages que tu peux voir au ciné ou à la télé, de femmes qui sont dans un âge avancé mais qui ont cette puissance, que ce soit par exemple Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada ou
Glenn Close quand elle jouait Cruella dans Les 101 Dalmatiens, ou voilà, des personnages de femmes puissantes en tout cas. C'est une manière d'exprimer mon drag que je revendique aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est un message à faire passer par rapport à ma perf et par rapport à comment je me sens aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, ça va 1000 fois mieux sur cet aspect-là de religion où je savais pas trop quoi en faire. Et le message voilà, que j'aurais à faire passer, c'est réconciliez-vous avec tout ça en vrai. Et c'est pas parce qu'une personne queer a vécu des choses et revendique ces choses-là que c'est forcément à bannir en disant j'en veux pas et tout. Au contraire, je pense que si chacun justement fait ce pas vers l'autre, on va tout de suite s'écouter. On va tout de suite s'écouter et on va aller vers quelque chose dans un vivre ensemble encore plus chouette, quoi. Enfin, chacun sa religion et je pense que faut pas cracher sur celle des autres. On regarde chez soi avant de. Ouais, voilà. On a pas besoin d'aller voir. Sans forcément non plus cracher sur la religion en règle générale. Quand je dis religion, je dis aussi c'est surtout se développer cette foi et cette croyance. Certes, il y a des choses qui sont vraiment mauvaises et des choses qui sont très limites à bannir et tout ça, mais en même temps, faire un pas vers ça et voir ce que ça nous apporte en termes de bien-être. Parce que aujourd'hui, si je revendique ça, c'est parce que ça m'apporte un bien-être qui m'accompagne énormément dans ma vie et qui me met à un endroit juste et là où je voudrais aller, quoi. Alors, on peut me retrouver sur Instagram. J'ai un Instagram @mona__-8 pose POSE. Et on peut me retrouver essentiellement à Lyon, sur scène. On peut me retrouver de temps en temps à Chambéry aussi. On peut me retrouver aussi de temps en temps à Besançon. Voilà, c'est un peu les 3 endroits principaux où je travaille depuis 3 ans. C'est majoritairement à Lyon. J'ai une soirée à Lyon qui s'appelle La Mona Reçoit, qui a lieu au Lavoir Public alors très bientôt au mois de septembre, le 26 septembre, et un petit peu plus tard dans l'année, qui est une soirée pendant laquelle j'invite des artistes drag qu'on voit peu sur la scène lyonnaise, c'est-à-dire des drag kings, des drag queer, des drag créatures, pas de drag queen, volontairement, parce que... Toi, tu te considères quoi, du coup, drag queen, drag queen? Moi, je me considère plutôt comme drag queen, même si j'ai un peu tendance à un peu bifurquer vers le queer, parce que je sais pas, il y a un truc sur l'apparence physique aussi, où c'est très bien qu'on ait des drag queens... allez, je mets les pieds dans le plat. Allez, vas-y. Mince, belle, blanche, c'est super, c'est très bien. Moi, je suis pas mince. Je suis pas forcément belle. Je sais plus où j'en étais. Bon bref, voilà. Tu voulais pas que les drag queens basiques entre guillemets, elles sont surreprésentées. Oui, et toi, tu je veux pas trouve les mettre on les voit déjà beaucoup, ne serait-ce TV, qu'avec Drag Race et dans nos soirées, même à Lyon, tu vois. Et je me dis voyons un peu autre chose. Et du coup, place au king, place au queer, place aux drag créatures, en fait. On en a besoin et on veut les voir plus. Donc, c'est une soirée pendant laquelle j'invite ces artistes à performer. Et entre chaque performance, soit je les interview sur qui ils sont, je leur pose des petites questions, voilà. Soit je leur tire les cartes de tarot en direct et en public. Trop bien. Voilà. Donc, ça nécessite un peu pour les artistes qu'ils acceptent de se dévoiler, mais tout est bien planifié à l'avance. Ils sont prévenus, ils sont avertis. Donc voilà. Je faisais déjà ces soirées à Baston. Si, il y a un truc aussi dont je voulais parler. C'est le rapport à nos corps en drague. Il est hyper... Est-ce que je dirais qu'on n'est pas tous égaux devant le rapport à nos corps? Je sais pas. On n'est pas tous égaux devant ça, dans le sens où on l'a pas tous géré et transmuté. Ou par exemple, où moi je suis dans un espèce d'entre-deux où je sais que en termes de poids, je suis une personne plutôt que je mettrais plutôt dans la moyenne haute des personnes grosses, entre guillemets, si je peux. J'aime pas le mot grosse parce que il est un peu
Il est un peu cru. Ouais, il est très cru. Et en même temps, je pense qu'il faut assumer quoi. Assumer ce qu'on Le est. côté gros, enfin le terme d'être gros, en fait, tu vois vraiment la personne moche. Alors tu peux avoir des formes Oui, et voilà. être canon. En fait. Voilà, il faut le mettre dans un, cadre de être gros égale être beautiful quoi. Complètement. Et comme le disait très bien la Big Bertha, force aux grosses. Ah. Parce que c'est un élément qui moi dans le drag me met des fois en insécurité totale. Ou des fois quand je m'entraîne ou quand je performe, je me dis quand je vois des vidéos de story ou quand les gens ont filmé ta perf, je suis en mode ou quand je vois certaines photos, je suis là, oh mon Dieu. Non, attends, avec moi ça tout du long, je me dis c'est pas possible. Je passe des heures en train de me dérocher, je me dis c'est Robin, c'est quoi. Donc voilà, les dragues, on a un gros boulot aussi sur l'acceptation de nos corps et sur la défense de nos identités et sur qu'est-ce qu'on montre, parce que je trouve, pour mettre les pieds dans le plat encore, je trouve que le milieu drag reste encore un peu grossophobe. À des endroits et grossophobe, raciste. Ouais. Même si c'est pas un truc, on va dire, il est noir et machin et compagnie. C'est juste qu'on va pas l'inviter. C'est juste voilà. Et la personne invisibilisée. Et c'est horrible, quoi. L'invisibilisation et tout, elle est ultra présente. On morfle, quoi. Et je sais pas, je trouve que même dans Drag Race France, alors dans le Drag Race France, il y a un truc qui fait un peu quota et ça me dérange, quoi. Je me dis, bon. Et le souci, c'est que c'est accepté, quoi. C'est comme les séries Netflix où il faut un quota de personnes lesbiennes, personnes racistes et machin et compagnie. Sauf, ça devient la norme. Et non, en fait, genre, tu t'en fous, tu mets ce que tu veux. Enfin, on n'est pas censé. Non, il y a vraiment un gros souci de la société. Je sais plus quel drag avait posté sur, je crois que c'était sur Twitter, une drag qui racontait qu'une fois, elle était en loge. C'était aux États-Unis, il me semble. Et une autre drague, donc cette drague était plutôt, on va dire, grosse. Et l'autre drague, c'est une big girl, quoi. Et l'autre drague vient la voir et lui fait si tu veux, je peux te donner une cure de Ozempic. Et j'étais en mode Ozempic, c'est un produit qui fait maigrir, diabétique, qui fait maigrir très rapidement. Et qui a des gros effets secondaires. Ouais. Des effets secondaires un peu sévères. Stop à tout ça, quoi. Laissons les dragues un peu vivre dans leur corps, et tu sais pas ce qu'il y a, la personne vit, peut-être qu'elle est très mal dans sa peau et tout. Ou peut-être c'est dû à un médicament ou autre qui a fait prendre du poids. Enfin, et c'est très lié, ça c'est très lié au concept du shade qui moi me met très mal à l'aise. Dans le sens où moi, à titre personnel, je ne shade jamais les gens que je connais pas. J'essaie de m'astreindre vraiment à ça. Tu sais pas comment le shade, c'est envoyer un pic à une personne. C'est une manière d'être hyper cru. Quand ça se veut pas méchant, mais en fait les mots ils blessent. On ne sait jamais comment la personne en face va les recevoir. Et certes, le shade fait partie de la culture drag, mais selon moi, on devrait faire très attention à ça. Parce que il n'y a pas. Moi, je suis un peu. Moi, en plus, j'ai un peu tendance à faire des levées de bouclier énormes quand on me shade en mode non, ça m'a pas atteint, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça travaille pendant plusieurs jours et ça travaille pendant longtemps. Et j'ai pas pris des shades sur mon corps, mais intrinsèquement, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue sur. On va avoir une préférence pour des artistes qui sont dans des normes corporelles plus acceptées par la société. C'est ça. Et surtout que quand tu shades une personne, c'est que tu dis une vérité de ce que tu penses sur la personne. Tu vas pas dire un truc complètement genre lunaire. Il faut vraiment que ça touche la personne. Faut que ça te touche à un moment, quoi. Je sais que, je sais pas, des gens qui m'ont shade alors qu'on se connaît très peu et je suis en mode en fait c'est pas ok. Ça me va pas. Non, c'est clair. Ça me va pas. Voilà. Et puis il y a une façon aussi de le placer, le shade. Oui, aussi, c'est pour ça, je pense qu'il faut bien connaître la personne. Sur un roast, c'est différent, parce que sur un roast, techniquement, c'est fait pour, la personne est invitée pour faire ça. J'adore roaster. C'est vraiment quelque chose pour lequel je prends plaisir à partir du moment où j'ai une personne en face que je connais et où je connais les limites et où je sais où je vais pouvoir aller, quoi. Moi, je suis très reconnaissant de ce que le drag m'apporte en règle générale.
de ce que ça m'a apporté en termes pour enlever toute ma timidité, pour enlever... ça a complètement transformé l'ado et le jeune adulte que j'étais avant. Et c'est pas le théâtre qui a fait ça, c'est vraiment le drag. Non, c'est pas le théâtre, étonnamment, c'est vraiment le drag. Ok. C'est très bizarre, parce que le théâtre, il y a quand même un peu un... Alors le théâtre, c'est particulier, parce que je suis fâché avec le théâtre en ce moment, comme beaucoup d'artistes drag, je crois, qui viennent du théâtre aussi de base, parce qu'on est très... En fait, le théâtre a cette capacité à, comme le milieu queer, à reproduire les schémas toxiques du capitalisme, sauf que le théâtre l'assume pas, alors que le milieu queer le reconnaît beaucoup plus. Et dans le milieu drag, dans le milieu du théâtre, pardon, il y a un grand entre-soi qui existe et qui, moi, m'a posé problème pendant mes études, qui m'a posé problème quand j'allais à des spectacles où je me retrouve en fait à voir des gens qui se connaissent tous entre eux et qui sont un peu dans les petits papiers. Et dès que tu essayes un peu de rentrer là-dedans, tout de suite, on te regarde bizarre, ou alors tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, mais si tu vas dans les grandes maisons de théâtre à Lyon, par exemple, l'ambiance est froid, quoi. Oui, je trouve que l'ambiance est désagréable parce que sous couvert d'ouverture à la culture, on est quand même un peu mis en défaut de ce qu'on est, c'est-à-dire on nous regarde un peu bizarrement, quoi. Donc il y a un côté élitiste. Ouais, à partir du moment où t'as pas fait de grandes écoles de théâtre, par exemple. Mais ça, c'est très lyonnais. Hein. C'est très lyonnais, et si t'as pas fait les institutions reconnues, et encore, moi j'estime avoir de la chance, j'ai fait le Conservatoire de Lyon, qui est une institution dans laquelle on nous a longtemps rabâché que on devait être fier d'être là et tout ça. Et j'ai remarqué comment on me traitait différemment à partir du moment où j'ai fait cette école. Ok. Voilà. Et t'as vraiment vu un avant après, quoi. Ouais, complètement. Deuxième partie, monapause. Merde, je me suis loupé. Ah bah bravo, hein, bravo. Tu vas faire des bloopers, j'espère. Tu vas faire un bêtisier. Ah bah là. Non mais je me suis fait mal. Entre le chat et... Si j'avais 3 conseils dans la vie, genre... Wow. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oh my god. Genre boire de l'eau, manger... Prenez soin de vous. Apprenez à repérer lorsqu'il faut partir. Et faites confiance. Vous êtes toujours dans votre endroit juste. Ce que j'appelle l'endroit juste. Voilà. Voilà. Tout se passe comme ça doit se passer. C'est que tu l'as vu dans les cartes. C'est c'est faire confiance, voilà. C'est voir, c'est faire confiance à ce vers quoi on va. Ok. Voilà. Validé. J'adore. Et bah c'est tout bon, bah merci bien. Bah merci à toi, écoute, c'était trop cool. Elle aussi. Ouais, ah oui, elle est fan. Moi aussi, je suis fan. Faut qu'elle me regarde comme ça. Trop bien. Et allez voir les prochains épisodes de Rob Story. N'hésitez pas à partager et à commenter suivant les plateformes où vous êtes. Voilà. Je déteste dire ces trucs comme ça. Abonnez-vous.